Vous utilisez sûrement ChatGPT, Gemini, Claude ou autre LLM pour écrire un mail, pour résumer un texte, préparer un dossier, trouver une idée, formuler une pensée que vous avez déjà un petit peu en tête mais pas tout à fait. Et franchement c'est pratique, c'est même parfois bluffant. En quelques secondes, la machine vous répond. Elle structure, elle reformule, elle clarifie, elle donne l'impression de comprendre. Et très vite, on se met à l'utiliser comme un prolongement naturel de notre cerveau, un nouvel usage. Mais c'est peut-être là que le vrai problème commence. Parce que l'IA ne vient pas seulement changer nos outils. Elle vient toucher à quelque chose de beaucoup plus profond, notre rapport au langage, à la vérité, aux autres et peut-être même à nous-mêmes. Dans Inappropriable, ce que l'IA fait à l'humain, Mazarine Mpinjo pose une question qui je trouve est beaucoup plus intéressante que le débat habituel sur est-ce que l'IA va remplacer l'humain. Sa question au fond c'est plutôt qu'est-ce que l'IA transforme dans notre manière d'être humain. Et pour comprendre ça, il faut repartir d'un truc assez simple. Le langage, normalement, ce n'est pas juste des mots. Le langage, c'est un lien entre une pensée et le monde, entre une expérience et sa formulation, entre un sujet et un autre sujet. Quand je parle, je ne produis pas seulement une phrase, je m'engage dans ce que je dis. Il y a un corps derrière, une histoire, une intention, il y a une responsabilité. Même quand je mens, paradoxalement, je suis encore impliqué dans ce que je dis. Je sais que je mens. Je prends donc position face au vrai. Mais avec l'IA générative, quelque chose se déplace. Parce qu'une IA peut produire du langage sans expérience, sans corps, sans mémoire vécue, sans aucun rapport intime au réel. Elle peut écrire un texte cohérent sur la tristesse sans être triste. Elle peut parler d'amour sans avoir aimé. Elle peut produire un discours politique sans habiter aucun monde commun. Elle peut défendre une idée sans y croire. Et c'est là que ça devient vertigineux, parce qu'on a longtemps pensé que le langage était une preuve d'intelligence. Quelqu'un parle, répond, nuance, argumente, donc il y a quelqu'un. Sauf qu'aujourd'hui, cette évidence s'effondre. Le langage ne prouve plus forcément la présence d'un sujet. Il peut être généré. Et là, on ne parle pas juste d'un gadget technologique, on parle d'un changement anthropologique. Parce que si le langage peut exister sans sujet, alors notre manière de reconnaître l'autre devient instable. Avant, quand quelqu'un me répondait, je supposais qu'il y avait une conscience derrière. Alors bien sûr, philosophiquement, je ne pouvais déjà pas le prouver. Descartes disait cogito ergo sum, je pense donc je suis. Mais ça ne prouve que moi, ça ne prouve pas que vous, en face, vous pensez, ça ne prouve pas que l'autre existe intérieurement. Mais dans la vie, on ne demande pas une preuve, on fait un pari. On parle aux autres comme à des sujets, on leur attribue une intériorité et on accepte qu'ils nous échappent. Et c'est justement ça aussi qui nous définit en tant qu'humains. Accepter qu'il y a en face de soi quelque chose qu'on ne possède pas totalement, un autre. Mais l'IA vient brouiller cette frontière, parce qu'elle parle comme un autre, sans être vraiment un autre. Elle répond, elle s'adapte, elle imite la relation, elle donne parfois l'impression d'écoute, elle peut même donner l'impression de présence. Mais cette présence est calculée. Et le piège, ce n'est pas seulement de croire que la machine est humaine. Le piège, c'est peut-être de commencer à traiter les humains comme des machines. De préférer des réponses efficaces à des paroles habitées, des formulations propres à des pensées hésitantes, des discours optimisés à des expériences imparfaites. Et là, ça rejoint un autre point essentiel du livre, notre rapport à la vérité, parce que l'IA n'arrive pas dans un monde stable, elle arrive dans un monde où la vérité était déjà fragilisée. Les réseaux sociaux avaient déjà commencé le travail. Aujourd'hui, ce qui circule le mieux n'est pas forcément ce qui est vrai, c'est ce qui capte, ce qui choque, ce qui confirme, ce qui rassure, ou encore ce qui indigne. On ne vit plus vraiment dans un espace public commun, on vit dans des bulles de perception, des bulles échoïques. Chacun son fil, chacun ses évidences, chacun ses ennemis et chacun ses preuves. Et les algorithmes ne nous montrent pas le monde, ils nous montrent une version du monde calculée pour retenir notre attention. Donc déjà, avant même l'IA, notre rapport au réel était médiatisé, filtré, orienté. L'IA ajoute une couche supplémentaire. Les réseaux organisaient la circulation des discours, l'IA produit les discours eux-mêmes. Et ça change tout, parce qu'on ne parle plus seulement de fake news, de désinformation ou de manipulation, on parle d'un monde où du langage peut être généré massivement, automatiquement, proprement, avec une apparence de cohérence, de sérieux et d'autorité. Un monde où la vérité risque d'être moins concurrencée par le mensonge que par le plausible. Et le plausible, c'est redoutable, parce que le plausible n'a pas besoin d'être vrai, il a seulement besoin de ressembler au vrai. C'est peut-être ça le cœur du danger, non pas que l'IA mente toujours, mais qu'elle rende le faux suffisamment bien formulé pour devenir recevable. Et parfois le vrai, lui, est beaucoup moins séduisant. Le vrai est lent, le vrai est complexe, nuancé, contradictoire, parfois chiant, soyons honnêtes. Et Étienne Klein l'a d'ailleurs très bien formulé. Peut-être que la nuance, excusez-moi, mais c'est peut-être un peu emmerdant. Et les gens qui parlent sans nuance donnent l'impression d'avoir raison. Quelqu'un qui doute, parce que la nuance a à voir avec le doute aussi, avec la certitude, avec la prudence. On dit ce type-là, il ne sait pas ce qu'il pense. Et donc, un propos nuancé donne l'impression de se fragiliser par la forme qu'il prend. Et c'est ça qui me semble être une menace, parce que
On sait très bien que c'est pas dans les positions les plus extrêmes qu'on trouve la vérité, mais dans des imbrications, dans des superpositions, dans la nuance précisément qu'elle se situe. L'IA, elle peut vous donner une réponse claire en 3 secondes. Et dans une société fatiguée, pressée, saturée d'informations, la clarté peut devenir plus désirable que la vérité. C'est ça le vertige. On ne demande pas forcément « est-ce que c'est vrai ?» On demande « est-ce que c'est utilisable ? Est-ce que ça me fait gagner du temps ? Est-ce que ça confirme mon intuition ? Est-ce que ça se partage bien ? Est-ce que ça a le potentiel d'être viral ? Est-ce que ça sonne intelligent ? C'est là que le lien avec la démocratie devient essentiel, parce qu'une démocratie, ce n'est pas seulement des élections, c'est un espace commun où l'on peut encore discuter du réel. Normalement. Pas forcément d'être d'accord, heureusement d'ailleurs, mais au moins partager un minimum de monde commun. Or, si chacun reçoit une version personnalisée du réel, si chacun peut produire des arguments sur mesure, si chacun peut s'enfermer dans une rhétorique parfaitement formulée par des machines, alors le débat public change de nature. On ne débat plus pour chercher ensemble, on débat pour renforcer des positions déjà préfabriquées. Tiens, est-ce qu'on a vraiment attendu l'IA pour en arriver là ? Ou est-ce que l'IA serait une suite logique à des mécaniques déjà bien huilées ? Et dans ce contexte, les minorités très actives peuvent donner l'impression d'être majoritaires. Les discours les plus visibles peuvent sembler les plus légitimes. Les récits les mieux optimisés peuvent écraser les réalités les plus complexes. On l'a vu avec les réseaux, on le voit avec les polarisations politiques. On l'a vu pendant le Covid. La science est lente, incertaine, prudente. Elle avance par contradiction, par correction, par vérification. Mais face à elle, un discours simple, incarné, spectaculaire, peut aller beaucoup plus vite. Et souvent dans l'espace médiatique, ce qui va vite, ça gagne. Pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est présent, parce que c'est visible, parce que ça occupe l'espace. Et l'IA risque d'accélérer encore cette logique. Elle peut produire du discours à l'infini, des commentaires, des articles, des tribunes, des images, des vidéos, des visages, des voix, des preuves apparentes. Et à une époque où se multiplient les sorties politiques, les apparitions et postures invraisemblables et pourtant réelles, il est d'une difficulté hors norme de faire la part des choses. Et à force, le problème ne sera peut-être plus de savoir si une chose est vraie ou fausse. Le problème sera de savoir si on a encore l'énergie de vérifier, parce que vérifier, ça demande du temps. Et le temps, c'est précisément ce que ces technologies permettent de nous faire gagner. Et c'en est presque ironique en fait. On gagne du temps sur tout, sauf sur ce qui permettrait de rester libre. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire l'IA c'est le mal, ça serait trop simple et assez paresseux intellectuellement. L'IA peut aider, elle peut accompagner, elle peut ouvrir des possibilités, elle peut rendre accessibles des savoirs, des outils, des formes de création. Mais la question n'est pas seulement ce que l'IA permet, la question c'est ce qu'elle nous habitue à ne plus faire. Ne plus chercher trop longtemps, ne plus formuler soi-même, ne plus accepter l'imperfection d'une pensée en train de naître, ne plus supporter le doute. Parce qu'écrire, penser, parler, ce n'est pas seulement produire un résultat, c'est traverser une difficulté. Et parfois cette difficulté, c'est précisément l'endroit où la pensée se forme. Quand on demande à une IA de formuler à notre place, on ne délègue pas seulement une tâche, on délègue une partie du chemin. Et si on délègue trop souvent le chemin, il ne reste que l'arrivée. Une phrase propre, une idée rangée, un discours efficace, mais peut-être moins à nous. Et c'est là que la question devient intime. Parce qu'on peut tous se reconnaître là-dedans, et moi le premier d'ailleurs. Quand j'utilise une IA, est-ce que je gagne du temps ou est-ce que j'évite une friction nécessaire ? Est-ce que je clarifie ma pensée ou est-ce que je la laisse se faire remplacer par une forme plus lisse, plus attendue et plus acceptable ? Est-ce que je m'en sers comme d'un outil ou est-ce que je commence doucement à penser selon ses formes ? Et surtout, qu'est-ce que ça fait à l'imaginaire ? Parce que l'IA générative ne se contente pas de répondre, elle propose. Elle suggère, elle préformate, elle donne des structures narratives, des images, des phrases, des idées, souvent à partir de ce qui existe déjà massivement. Donc elle risque de renforcer le déjà vu. Pas toujours bien sûr, mais structurellement, elle est entraînée sur ce qui a déjà été produit. Elle digère le passé pour générer du probable. Et la création, normalement, c'est pas seulement produire du probable, au contraire, c'est parfois faire surgir de l'improbable. Déplacer le regard, rater, chercher, bifurquer, c'est trouver une forme qui n'était pas encore évidente. Or, si l'IA nous donne immédiatement une forme efficace, le danger n'est pas qu'elle crée à notre place, le danger, c'est qu'elle nous rende moins patients avec ce qui ne ressemble pas tout de suite à une bonne réponse. Et ça, pour les artistes, les penseurs, les auteurs, les créateurs, c'est une question énorme. Parce que la créativité n'est pas seulement une production, c'est une résistance en fait. Une résistance aux clichés, aux réflexes, à la réponse attendue, au « ça marche bien ». Et peut-être que demain, l'enjeu ne sera pas d'utiliser ou de ne pas utiliser l'IA, l'enjeu sera de savoir comment ne pas devenir soi-même prévisible en l'utilisant. Et à nouveau, une fois qu'on a dit tout ça, si on se réfère à ce que nous proposent les industries hollywoodiennes depuis plusieurs décennies maintenant dans le secteur de l'audiovisuel et du cinéma, est-ce qu'on a vraiment attendu l'IA pour recycler ce qui se faisait déjà, pour reprendre les mêmes codes et les resservir sous prétexte de nouvelles technologies ou de nouveaux usages ? À nouveau, l'IA ne serait-elle pas juste un prolongement d'une mécanique d'économie d'esprit critique et créatif déjà bien amorcée ? Parce qu'au fond, ce que Mazarine M. Pinjot nous pousse à interroger, ce n'est pas simplement l'intelligence artificielle, c'est notre propre définition de l'humain.
Est-ce que l'humain, c'est celui qui calcule, celui qui parle, celui qui produit, celui qui répond? Ou est-ce que l'humain, c'est celui qui hésite, qui doute, qui désire, qui se trompe, qui cherche à dire quelque chose depuis un endroit que personne ne peut habiter à sa place? Et là, on touche peut-être au point le plus important. L'IA n'est pas dangereuse parce qu'elle serait trop différente de nous. Elle est troublante parce qu'elle nous ressemble assez pour nous faire oublier ce qui ne se voit pas. Elle nous ressemble dans le langage, d'accord, dans la forme, dans la réponse et dans la fluidité. Mais elle ne nous ressemble pas dans l'expérience. Elle n'a pas d'enfance, pas de honte, pas de corps fatigué, pas de souvenir qui revient en mauvais moment, pas de désir de plaire, pas de peur d'être rejeté, pas de mort à l'horizon. Et pourtant, elle parle. Donc la question, ce n'est pas est-ce que l'IA est humaine? La question, c'est pourquoi sommes-nous parfois prêts à confondre le langage avec la présence? Pourquoi une phrase bien formulée nous donne-t-elle si vite l'impression qu'il y a quelqu'un? Et inversement, pourquoi sommes-nous parfois si peu attentifs aux humains réels, maladroits, confus, contradictoires, alors qu'ils sont justement là, vivants devant nous? Peut-être que le vrai danger n'est pas que les machines deviennent humaines. Peut-être que le vrai danger, c'est que nous devenions moins sensibles à ce qui fait qu'un humain ne se réduit pas à une réponse. Et ça, c'est une question d'usage, c'est une question de société, mais surtout, c'est une question morale. Qu'est-ce qu'on accepte de déléguer? La formulation? La mémoire? La décision? La création? Le jugement? La relation? Et à partir de quel moment l'assistance devient substitution? À partir de quel moment l'outil ne prolonge plus notre pensée, mais commence à l'organiser à notre place? On ne pourra pas répondre à ça avec une formule magique. Et c'est peut-être très bien d'ailleurs. Parce que justement, il faut résister aux formules simples. L'IA nous pousse à aller vite, mais penser l'IA demande de ralentir, de ne pas être seulement fasciné, de ne pas être seulement terrorisé, terrifié, mais de regarder précisément ce qui se transforme. Notre langage, notre attention, notre rapport au vrai, notre confiance envers les autres, notre capacité à faire monde commun. Parce qu'au fond, le problème n'est peut-être pas que l'IA pense, le problème c'est qu'elle nous oblige à nous demander ce que penser voulait dire, et surtout, ce que nous voulons encore garder de cette pensée. Alors la prochaine fois que vous demandez à une IA d'écrire, de résumer, de reformuler, de répondre à votre place, posez-vous peut-être une question simple. Est-ce que je suis en train de gagner du temps ou est-ce que je suis en train de perdre une occasion de penser? Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous recommande vivement la lecture de Inappropriable, ce que l'IA fait de l'humain de Mazarine Mpanjo pour de prochaines vidéos sur les sujets de l'intelligence artificielle, de la créativité à l'ère de l'hybridation et plus généralement de réflexion et curiosité sur tout un tas de sujets qui flirtent avec la technologie, la philosophie et la culture. Abonnez-vous, n'hésitez pas à séduire l'algorithme en commentant, likant, partageant cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.